Avril 1945. Berlin brûle. Les soldats soviétiques avancent rue par rue, étage par étage, à travers les décombres d'une ville qui n'en finit pas de mourir. Et dans les mains de quelques combattants du premier front de Biélorussie, une arme que personne ne connaît encore. Pas le fusil Mosin, pas la mitraillette Shpagin, quelque chose de court, de précis, avec une baïonnette pliante qui claque sous le canon. Ces soldats ne savent pas encore qu'ils tiennent entre leurs mains une arme qui survivra à l'Union soviétique, fera le tour de la moitié du monde et tirera encore 80 ans après ces combats berlinois. Sergueï Gavrilovitch Simonov est né le 4 octobre 1894 dans le village de Fedotovo, dans la province de Vladimir. Famille pauvre, école paroissiale, perspective nulle. Dès l'adolescence, il travaille en usine, apprend à façonner le métal à la main, sans plan, sans maître, par l'erreur, par l'obstination, par une curiosité qui ne le quittera jamais. C'est cette même curiosité qui sauvera sa carrière plusieurs fois, quand des concurrents bien mieux formés que lui croyaient déjà avoir gagné. Son premier grand succès arrive en 1936. L'Armée rouge adopte son fusil automatique, le fusil automatique Simonov modèle 36, connu sous le sigle AVS-36. Une rupture pour l'époque, une arme semi-automatique capable de tirer en rafale sous une cartouche de fusil pleine puissance. Simonov écrase des concurrents réputés, dont Tokarev, et devient pour un temps le premier armurier du pays. Mais la guerre, elle, ne s'embarrasse pas de gloire. La campagne de Finlande, de 1939 à 1940, révèle toutes les faiblesses du fusil. L'arme est capricieuse par grand froid, elle s'encrasse, elle s'enraye au pire moment. L'armée se tourne vers le fusil semi-automatique de Tokarev, le SVT-40, et Simonov se retrouve dans l'ombre. Pour d'autres, cela aurait été une fin. Pour lui, c'est une raison de recommencer. Quand, en 1941, les colonnes blindées allemandes percent les lignes soviétiques devant Moscou et Kiev, une réalité terrible s'impose. L'infanterie est presque sans défense face aux blindés au combat rapproché. Les armes anti-chars manquent cruellement. Simonov travaille déjà sur un fusil anti-char. Son PTRS, fusil anti-char Simonov modèle 41, chambré pour la cartouche de 14,5 mm, arrive en première ligne presque en même temps que le modèle concurrent de Dektyarev. Deux constructeurs, deux armes différentes pour une même mission, et l'armée prend les deux. Le PTRS est plus complexe à fabriquer, mais son mécanisme semi-automatique lui donne un rythme de tir supérieur. Les servants soviétiques brûlent avec lui les semi-chenillés légers et stoppent les blindés légers jusqu'à 300 mètres. La réputation de Simonov est restaurée. Mais le travail de sa vie commence en 1943, et il commence non pas par des plans, mais par une cartouche. Le commandement soviétique a compris que la guerre a changé. Les distances de combat se sont réduites, la densité de feu a explosé, et la lourde cartouche de fusil, celle du Mosin, du AVS-36, du SVT-40, est devenue excessive. Trop de recul, une arme trop lourde, pas assez de munitions transportables par le fantassin. L'exemple allemand de la cartouche intermédiaire est déjà sous les yeux des analystes soviétiques. En 1943, les ingénieurs Elizarov et Syomin créent la cartouche intermédiaire soviétique 7,62 mm x 39 mm. Une cartouche qui deviendra l'une des plus produites de toute l'histoire humaine. Un concours est immédiatement lancé pour une nouvelle arme chambrée pour cette munition. L'objectif, une carabine semi-automatique plus légère et plus compacte que le SVT-40, mais plus précise et plus puissante qu'un pistolet mitrailleur. Simonov s'y jette. Il reprend le principe éprouvé sur le PTRS, emprunt de gaz et verrouillage par inclinaison de la culasse, un mécanisme solide, relativement simple à produire, peu exigeant à l'entretien. Car c'est précisément la leçon que Simonov a tirée de l'échec du AVS-36. Une arme de guerre doit pardonner la boue, le froid et la fatigue du combattant. En 1944, une présérie du SKS participe à l'offensive de Biélorussie. Baptême du feu discret mais concluant. Les premières retouches sont apportées à la hâte, puis en avril 1945, de nouveaux exemplaires sont envoyés à Berlin, au cœur de l'ultime assaut. Les soldats du premier front de Biélorussie éprouvent cette arme dans les combats de rue, les plus impitoyables qui soient. Courte,
1 mètre exactement, elle est maniable dans l'étroitesse des immeubles éventrés, des cages d'escalier, des caves. La baïonnette à aiguille, qui se replie sous le canon d'un geste, est toujours là, jamais égarée, jamais encombrante. 10 cartouches en magasin, rechargement rapide par lame chargeur à culasse ouverte. Les soldats accueillent l'arme avec une satisfaction mesurée mais réelle. Presque aucune plainte sur la fiabilité. Berlin tombe. La guerre prend fin. La carabine de Simonov retourne sur les bancs d'essai et dans les bureaux d'études. Une longue route l'attend encore avant l'adoption officielle, avec des rivaux inattendus et une bataille dont personne ne peut prévoir l'issue. L'année 1949. 4 ans après la chute de Berlin, l'armée soviétique adopte officiellement la carabine de Simonov. Sa désignation complète, carabine semi-automatique Simonov, modèle 1945, abrégé en SKS, que l'on prononce SKS. Une arme d'1 mètre de longueur exactement, pesant un peu plus de 3,5 kg sans munitions. Son canon est plus long de 10,5 cm que celui du fusil d'assaut Kalachnikov, ce qui lui confère un avantage sensible en précision et en portée effective. Le chargeur est fixe, non détachable et contient 10 cartouches. On le charge par le dessus à l'aide d'une lame chargeur, culasse ouverte. Après le dernier coup, la culasse se bloque automatiquement en position arrière. Le tireur sait immédiatement que son arme est vide sans avoir à compter ses tirs ni attendre une enrayure. Ce détail technique, aussi simple qu'il paraisse, représente un progrès réel par rapport à beaucoup d'armes soviétiques antérieures, où ce signal manquait. La baïonnette à aiguille se replie sous le canon et fait partie intégrante de l'arme. Elle ne se perd pas, elle ne s'oublie pas dans un sac, elle est là, toujours prête. Le principe de fonctionnement repose sur l'emprunt de gaz. Mais contrairement au fusil d'assaut Kalachnikov, où le piston et le porte-culasse forment une seule pièce, le SKS utilise un poussoir séparé, une tige métallique avec ressort qui transmet l'impulsion du piston au porte-culasse. Ce mécanisme est fiable, mais plus sensible à l'encrassement. Un bloc de gaz sale peut provoquer des incidents de tir, les soldats l'ont vite appris. Le règlement de tir soviétique ne recommandait pas le nettoyage complet après chaque usage, il l'imposait. Le bois des premières versions étant noyé. Plus tard, à mesure que la production monte en cadence et que les stocks de noyer s'épuisent, on passe au boulot, moins noble, tout aussi solide. La hausse est graduée jusqu'à 1000 mètres. Pour une carabine chambrée pour une cartouche intermédiaire, c'est ambitieux, mais justifié, car entre les mains d'un tireur entraîné, le SKS permet d'atteindre avec justesse des cibles jusqu'à 600 mètres, parfois au-delà. Toutes les pièces numérotées, porte-culasse, boîtier de culasse, couvercle du chargeur, ponté, portent un numéro unique. La réception militaire soviétique ne plaisantait pas. Une discordance entre les numéros de 2 pièces d'une même carabine déclenchait une procédure à part entière. Cette rigueur, héritée de l'industrie d'armement de guerre, garantissait une traçabilité totale de chaque arme produite. L'armée reçoit sa nouvelle carabine, mais n'a guère le temps d'en apprécier les qualités en temps de paix. En juin 1950, la Corée du Nord franchit le 38e parallèle. La guerre de Corée commence, et avec elle, le premier grand déploiement du SKS hors des terrains d'essai soviétiques. L'Union soviétique ne participe pas officiellement au combat, mais les armes et les conseillers militaires affluent vers Pyongyang sans interruption. Le SKS arrive en Corée du Nord aux côtés des fusils d'assaut Kalachnikov, et les deux armes entrent ensemble dans la guerre. Les soldats américains découvrent le SKS avec surprise. Ils s'attendent à trouver en face d'eux de vieux fusils soviétiques ou des armes japonaises de récupération. Ce qu'ils ramassent comme trophée les déconcerte. Une carabine semi-automatique moderne, avec une baïonnette fixe, capable de tirer avec précision à des distances où leur propre fusil, le Garand, impose par la puissance, mais où le SKS répond par la rapidité de tir et la justesse à moyenne portée. Les analystes militaires américains examinent soigneusement les prises de guerre. Leurs conclusions sont sans ambiguïté, la carabine Simonov est une arme sérieuse, bien conçue, qui n'a pas à rougir devant les modèles occidentaux comparables, et qui les dépasse sur certains points. La guerre de Corée s'achève en 1953 sur un armistice qui ne ressemble pas à la paix. Le SKS en sort avec une réputation solide. Mais pendant que les combats faisaient rage sur les collines coréennes, dans les bureaux d'études soviétiques se jouait une confrontation qui allait décider de l'avenir de la carabine bien plus brutalement qu'aucune bataille.
Le fusil d'assaut Kalachnikov, au milieu des années 50, avait achevé ses mises au point. Il démontrait une fiabilité que rien ne semblait pouvoir mettre en défaut. On pouvait le jeter dans la boue, le noyer, le couvrir de sable, il continuait de tirer. Face à cela, le commandement militaire posait une question simple. Pourquoi maintenir deux types d'armes sous la même cartouche, quand l'une d'elles est manifestement mieux adaptée aux conditions réelles du combat? Le SKS demandait un entretien rigoureux. Son chargeur fixe de 10 cartouches ne soutenait pas la comparaison avec les 30 coups du chargeur courbe du Kalachnikov, et il ne pouvait pas tirer en rafale. La logique militaire était implacable. En 1959, le SKS est officiellement retiré du service dans l'armée soviétique, 10 ans exactement après son adoption. Pour une arme choisie par une grande puissance comme arme principale de son infanterie, c'est une durée dérisoire. Simonov survit à cette décision. Il continue de travailler, il reçoit le titre de héros du travail socialiste. Il vivra jusqu'à 81 ans. Mais il ne créera plus rien qui égale le SKS. La carabine reste l'œuvre de sa vie, et sa plus grande blessure. Ce retrait du service soviétique aurait pu être la fin de l'histoire. Il n'en est rien. Les entrepôts de l'Union soviétique et de ses alliés débordent de SKS par dizaines de milliers, et il faut bien en faire quelque chose. La réponse arrive d'elle-même. On les distribue aux régimes alliés et aux mouvements de libération nationale à travers le monde. L'Égypte, la Syrie, l'Irak, l'Algérie, Cuba, le Vietnam du Nord. La carabine Simonov se répand sur la planète à une vitesse qu'aucun fabricant commercial n'aurait pu atteindre. La République populaire de Chine va plus loin que tous les autres. Pékin obtient la documentation technique et lance sa propre production sous la désignation Type 56, à ne pas confondre avec le fusil d'assaut Kalachnikov de fabrication chinoise qui porte le même nom. La carabine chinoise est produite à des millions d'exemplaires et se diffuse dans toute l'Asie et l'Afrique. La Yougoslavie développe ses propres versions sous les désignations Zastava M59 puis M59-66. La Roumanie et la Corée du Nord fabriquent également leurs variantes avec de légères différences. L'arme du métallurgiste de Fedotovo est devenue, en l'espace de quelques années, un phénomène véritablement international. Au début des années 60, le Vietnam du Sud s'enfonce dans une guerre que personne n'ose encore appeler par son nom. Les conseillers militaires américains sont déjà sur place, les hélicoptères tournent au-dessus des rizières, et dans les forêts denses du delta du Mékong, des hommes se déplacent la nuit avec des armes soviétiques et chinoises sur l'épaule. Parmi elles, le SKS occupe une place particulière. Ce n'est pas l'arme la plus moderne, ce n'est pas celle qui tire le plus vite, mais dans la guerre qui s'annonce, ce ne sont pas ses qualités qui comptent le plus. Le Front national de libération du Vietnam du Sud, que les Américains appellent le Viet Cong, reçoit ses SKS principalement de Chine, sous la forme du Type 56. L'arme arrive démontée dans des caisses en bois, remontée par des mains entraînées dans des villages que les cartes militaires américaines ne mentionnent pas encore. La carabine s'adapte remarquablement bien aux conditions de la jungle tropicale. Elle est courte, équilibrée, et sa baïonnette fixe ne s'accroche pas dans la végétation comme une lame ordinaire. Par temps humide, elle continue de fonctionner avec un entretien minimal, à condition que le bloc de gaz soit régulièrement nettoyé, ce que les combattants du Front National apprennent rapidement à faire avec les moyens du bord. Les embuscades deviennent la marque de fabrique de cette guerre. Un groupe de combattants laisse passer une colonne américaine, l'attend au point le plus étroit du sentier, ouvre le feu à moins de 50 mètres, puis disparaît dans la forêt avant que les survivants aient pu riposter efficacement. Dans ce type d'engagement, le SKS excelle. 10 cartouches tirées avec soin, rechargement rapide, détonation sèche et nette entre les coups, l'arme est faite pour frapper vite et disparaître. Les pertes américaines lors de ces embuscades sont souvent infligées en quelques secondes, avant même que le contact visuel avec l'ennemi soit établi. À mesure que le conflit s'intensifie, les unités régulières de l'armée populaire du Vietnam du Nord descendent en renfort le long de la piste Ho Chi Minh. Elles arrivent avec un armement mixte, fusil d'assaut Kalachnikov pour le combat rapproché, SKS pour les tirs à distance moyenne, mitrailleuses légères pour le soutien. Cette complémentarité n'est pas le fruit du hasard, c'est exactement la doctrine que le commandement soviétique avait imaginée en 1949 avant de l'abandonner.
Dans les forêts du Vietnam, elle se révèle redoutablement efficace. Les soldats américains commencent à ramasser les SKS sur les positions abandonnées par l'ennemi. Au début, c'est par curiosité, puis certains décident de garder l'arme et de s'en servir. Le fusil d'assaut M16, l'Armalite 16, adopté en urgence par l'armée américaine, pose des problèmes sérieux dans les conditions tropicales de la jungle vietnamienne. Il s'enraye fréquemment, sa mécanique est sensible à l'humidité et à la poussière de latérite rouge qui imprègne tout dans cette région. Le SKS, lui, pardonne davantage. Des témoignages de vétérans américains font état de soldats qui préfèrent le trophée soviétique à leur arme réglementaire, surtout dans les premières années du conflit, avant que les défauts du M16 soient corrigés. Ce fait, le commandement américain préfère ne pas l'ébruiter. Les journalistes qui couvrent la guerre ramènent des photographies où le SKS apparaît partout, récupéré sur les positions ennemies, accroché au mur des postes avancés américains, porté en bandoulière par des combattants à peine sortis de l'adolescence. La carabine de Simonov devient malgré elle une icône visuelle de ce conflit. Non pas parce qu'elle est la plus répandue, le fusil d'assaut Kalachnikov la dépasse largement en nombre, mais parce que sa silhouette longue et élancée, avec son chargeur droit et sa baïonnette caractéristique, est immédiatement reconnaissable sur les clichés qui font le tour du monde. En 1968, l'offensive du Tet change la nature de la guerre. Des dizaines de villes et de bases militaires du Vietnam du Sud sont attaquées simultanément en pleine nuit lors des festivités du Nouvel An vietnamien. À Hue, les combats durent 26 jours. Dans les ruelles de la vieille ville impériale, les combattants du Front National s'accrochent aux bâtiments, aux pagodes, aux remparts de la citadelle. Les marines américains avancent maison par maison dans une guerre de bâtiment à bâtiment d'une brutalité que peu d'unités occidentales avaient connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Et dans ces décombres, le SKS travaille à bout portant, précisément le type de combat pour lequel il n'avait pas été conçu, mais auquel il s'adapte sans faillir. L'offensive du Tet est militairement un échec pour le Front National, qui subit des pertes considérables. Mais elle brise le moral de l'opinion publique américaine. Les images de combat dans les ambassades et les hôpitaux, diffusées en direct à la télévision, font basculer le soutien populaire à la guerre. À partir de ce moment, le retrait américain n'est plus qu'une question de temps. En avril 1975, Saïgon tombe. Les derniers hélicoptères américains décollent du toit de l'ambassade sous les regards du monde entier. Les soldats de l'armée populaire entrent dans la ville avec leurs armes, et parmi elles, des SKS usés par des années de jungle, de pluie et de combat. La carabine que l'armée soviétique avait jugée dépassée 16 ans plus tôt venait de traverser l'une des guerres les plus longues et les plus meurtrières du XXe siècle, et elle en sortait sans avoir démérité une seule fois. Le Vietnam réunifié conserve le SKS en service dans ses unités encore de nombreuses années après la fin du conflit. Les armes récupérées, nettoyées et remises en état continuent de garnir les armureries d'une armée qui n'a pas les moyens de tout remplacer d'un coup. Sans que personne ne l'ait prévu, la carabine Simonov était devenue l'une des armes emblématiques des guerres de décolonisation en Asie du Sud-Est, et sa réputation n'avait pas fini de voyager. Décembre 1979. Les premières colonnes soviétiques franchissent la frontière afghane sous un ciel d'hiver noir et glacé. L'opération est présentée en interne comme une intervention limitée, rapide, chirurgicale. Elle durera 10 ans et laissera des cicatrices que la Russie porte encore aujourd'hui. Dans les soutes des véhicules blindés et sur les épaules des soldats, les fusils d'assaut Kalachnikov dominent. Le SKS n'est plus une arme réglementaire depuis 20 ans. Mais les entrepôts des unités d'arrière-garde et des formations auxiliaires en regorgent encore, et une partie de ces carabines finit par traverser l'Hindoukouche avec les troupes. Les premières semaines de la campagne donnent une illusion de maîtrise. Les grandes villes sont tenues, les axes principaux sont contrôlés, le gouvernement de Kaboul est maintenu en place. Puis la résistance s'organise dans les montagnes et tout change. Les Moudjahidines, les combattants de la résistance afghane, ne livrent pas de bataille rangée. Ils frappent, disparaissent, réapparaissent à un endroit inattendu. Dans les gorges de Panjshir, sur les pistes du Kunar, dans les villages de pierre de la province de Paktia, ils choisissent leur position avec une connaissance du terrain que les soviétiques ne peuvent pas acquérir en quelques mois. Le SKS tombe entre leurs mains de plusieurs façons. Les dépôts de l'armée gouvernementale afghane sont pris d'assaut. Des convois sont interceptés.
des soldats passent du côté de la résistance en emportant leurs armes. En l'espace de quelques mois, la carabine soviétique circule librement dans les rangs des combattants qui affrontent l'armée soviétique. Et ces combattants comprennent très vite pourquoi cette arme leur convient particulièrement bien dans ce contexte précis. L'Afghanistan est un pays de distance. Dans les vallées encaissées et sur les crêtes rocheuses, les engagements se nouent souvent entre 300 et 600 mètres, parfois davantage. À ces distances, le fusil d'assaut Kalachnikov tire avec une justesse décroissante. Le SKS, avec son canon plus long et sa hausse graduée, maintient une efficacité de tir que les moudjahidines exploitent dans les embuscades en altitude. Ils prennent position sur les flancs des gorges, ouvrent le feu sur les colonnes blindées en contrebas, visent les conducteurs, les chefs de véhicules, les antennes radio. Le SKS devient l'arme des tireurs embusqués qui n'ont pas accès à un fusil de précision, mais qui ont besoin de quelque chose de plus précis qu'un pistolet mitrailleur. Les soldats soviétiques tombés sous ces tirs ne savent parfois pas ce qui les a atteints. Le son du coup, la trajectoire, la distance, tout indique une arme redoutable et bien tenue. Ce n'est qu'en récupérant les positions abandonnées que les enquêteurs militaires identifient la source. La carabine Simonov, retirée du service soviétique 2 décennies plus tôt, en train de tuer des soldats soviétiques dans les montagnes afghanes. Cette ironie cruelle est consignée dans les rapports de pertes, mais on n'en parle pas à voix haute dans les salles de briefing de Kaboul. L'armée soviétique tire des leçons douloureuses de chaque engagement. Elle adapte ses tactiques, blinde ses véhicules différemment, modifie ses itinéraires. Mais le SKS continue d'apparaître dans les mains de la résistance jusqu'au bout, jusqu'au dernier convoi soviétique qui traverse le pont de Termez en février 1989, sous les objectifs des caméras du monde entier. Pendant que cette guerre sans victoire se poursuit en Asie centrale, à l'autre bout de la planète, la carabine Simonov connaît une existence radicalement différente. Et personne, en 1949, n'aurait pu la prédire. Aux États-Unis d'Amérique, le principal adversaire idéologique de l'Union soviétique, le SKS, est en train de devenir un phénomène de masse sur le marché civil des armes à feu. Tout commence dans les années 60, quand les premières versions yougoslaves et chinoises du SKS commencent à arriver dans les armureries américaines. Le prix est très bas pour les standards du marché américain, la fiabilité est suffisante, la cartouche 7,62 x 39 mm est disponible partout. Les chasseurs et les amateurs d'armes achètent ces carabines à une vitesse qui surprend les importateurs eux-mêmes. Le bouche à oreille fait le reste. Le SKS est honnête, sans prétention, il fait ce qu'on lui demande et ne tombe pas en panne. Dans les années 70, le phénomène prend de l'ampleur. Des revendeurs spécialisés commencent à importer des lots entiers en provenance de pays du bloc de l'Est, parfois directement des surplus militaires. Les versions roumaines, albanaises, yougoslaves, chacune avec ses petites particularités, trouvent leurs amateurs. Les collectionneurs cherchent les exemplaires aux numéros concordants, ceux dont toutes les pièces portent le même numéro de série d'origine. Une sous-culture de l'expertise naît autour d'une arme que son propre pays d'origine a abandonnée. Dans les années 80, en pleine guerre froide, pendant que les missiles soviétiques et américains se font face en Europe, les armureries de l'Ohio, du Texas et de la Pennsylvanie vendent des SKS soviétiques et chinois en quantité considérable. Certaines estimations font état de plus d'1,5 million à 2 millions d'exemplaires vendus sur le marché civil américain au total, toutes origines confondues. Un chiffre que beaucoup de fabricants américains ne peuvent pas atteindre pour leur propre modèle. L'arme d'un constructeur soviétique issu d'un village sans nom se vend mieux aux États-Unis que certaines carabines fabriquées à Springfield ou à New Haven. Les propriétaires américains découvrent rapidement ce que les militaires soviétiques savaient depuis le début. La carabine se prête bien aux modifications. Des lunettes de visée sont montées sur des rails adaptés, des crosses synthétiques remplacent le bois d'origine, des détentes améliorées affinent la qualité du tir. Un marché d'accessoires spécifique au SKS se développe, avec ses fabricants, ses catalogues, ses clubs de passionnés. La carabine que l'armée soviétique jugeait trop simple pour la guerre moderne se transforme, entre les mains d'amateurs américains, en un outil de tir sportif et de chasse capable de travailler avec efficacité jusqu'à 800 mètres. L'Union soviétique disparaît en décembre 1991 sans bruit de canon, mais avec des conséquences que personne n'avait anticipées dans toute leur ampleur.
Les frontières se dissolvent, les structures militaires s'effondrent et des millions d'armes légères se retrouvent soudainement sans propriétaire officiel. Les entrepôts des anciennes républiques soviétiques sont ouverts, pillés, vendus ou simplement abandonnés. Le SKS figure parmi les premières armes à se répandre sur le marché noir. Il est léger, nombreux, simple d'entretien et sa cartouche circule partout. En quelques mois, des caisses entières traversent des frontières qui n'existent plus sur les cartes mais que personne n'a encore tracées dans la réalité. Les Balkans s'embrasent les premiers. La Yougoslavie, qui avait produit ses propres versions de la carabine Simonov pendant des décennies, sous les désignations Zastava M59 et M59-66, dispose de stocks considérables hérités de l'armée populaire yougoslave. Quand la fédération éclate en une série de conflits entre 1991 et 1999, ces armes se retrouvent immédiatement dans les mains de toutes les factions. À Sarajevo, assiégé pendant 1400 jours, les défenseurs de la ville utilisent tout ce qu'ils peuvent trouver, et le SKS yougoslave en fait partie. Dans les villages de Bosnie-Herzégovine, sur les lignes de front qui traversent des forêts que les cartes militaires ne détaillent pas, la carabine de Simonov reprend du service 40 ans après sa mise à l'écart par l'armée soviétique. Au Kosovo, en 1998 et 1999, les mêmes armes circulent à nouveau. Les photographies prises par les agences de presse montrent des combattants de toutes les parties au conflit avec des carabines à chargeur droit et baïonnettes caractéristiques. Certaines portent encore les marquages de l'arsenal de Kragujevac, la principale usine d'armement yougoslave. Ces armes ont parfois plus de 30 ans, mais elles tirent encore avec la même régularité que le jour de leur fabrication. Sur le Caucase, la situation n'est pas moins complexe. En Tchétchénie, les deux campagnes militaires russes, la première de 1994 à 1996, la seconde de 1999 à 2000, voient les combattants tchétchènes utiliser un armement récupéré sur les stocks soviétiques et russes. Le SKS apparaît régulièrement dans leurs rangs, retenu pour sa capacité à tenir des cibles à distance moyenne dans les rues de Grozny ou sur les pentes boisées des montagnes. Les soldats russes qui tombent sous ces tirs reconnaissent parfois le son caractéristique de la carabine, un son qu'ils ont entendu sur les terrains d'entraînement avec la même arme en main. Le Moyen-Orient offre au SKS un nouveau théâtre d'opération à partir des années 2000. En Irak, après l'invasion américaine de 2003, les dépôts de l'armée irakienne, qui avaient reçu des livraisons soviétiques et chinoises pendant des décennies, sont pillés en quelques jours dans la confusion qui suit la chute de Bagdad. Des milliers de SKS rejoignent le flot d'armes légères qui inonde le pays. À Falloujah, à Ramadi, à Mossoul, la silhouette de la carabine apparaît sur les images des combats urbains, reconnaissable entre toutes avec son chargeur fixe et sa baïonnette repliée sous le canon. Des soldats américains qui avaient étudié cette arme sur des fiches techniques militaires la retrouvent en phase 2 dans les mêmes configurations d'embuscade qu'au Vietnam 30 ans plus tôt. En 2011, la chute du régime de Mouammar Kadhafi en Libye provoque une dispersion d'armement d'une ampleur exceptionnelle. Les arsenaux libyens, constitués au fil de décennies d'achats soviétiques et d'autres sources, déversent leur contenu sur toute la région. Le SKS libyen part vers le Mali, le Niger, la Syrie, l'Égypte, transporté dans des camionnettes qui traversent des frontières désertiques incontrôlées. Chaque carabine qui quitte un entrepôt libyen recommence une nouvelle vie dans un nouveau conflit, avec un nouveau propriétaire qui n'a souvent jamais entendu le nom de Simonov. La guerre civile syrienne, qui débute la même année et dure plus d'une décennie, constitue peut-être le recensement le plus complet des armes légères du XXe siècle, jamais réalisé en conditions réelles. Toutes les factions, forces gouvernementales, groupes rebelles, formations kurdes, mouvements djihadistes, utilisent le SKS aux côtés d'armes bien plus récentes. Les journalistes qui travaillent en Syrie consignent sa présence dans les mains de combattants des factions les plus diverses. Une arme fabriquée à l'époque de la guerre froide, dans des usines qui n'existent plus, sous un régime politique qui a disparu, continue de peser sur l'issue d'affrontements dans les faubourgs d'Alep ou les vallées de l'Oronte. Au Yémen, où la guerre éclate en 2015, des formations armées utilisent le SKS dans les combats de montagne contre les forces de la coalition. Les vidéos tournées sur les lignes de front montrent des combattants avec des carabines, qui portent parfois les marques d'usines soviétiques d'origine, des armes qui ont traversé 4 décennies, plusieurs conflits et plusieurs continents avant d'arriver sur ces crêtes rocheuses. Et pendant que tout cela se déroule aux 4 coins du monde, à Moscou,
Une version chromée de cette même carabine brille sous les projecteurs de la Place Rouge. Le régiment du Kremlin, unité d'honneur chargée des cérémonies officielles de l'État russe, utilise une version de parade du SKS pour la relève de la garde au monument du soldat inconnu et lors des grandes cérémonies d'État. Les détails sont chromés, la finition est impeccable, et les soldats exécutent avec cette carabine des maniements d'une complexité que peu d'unités militaires au monde peuvent égaler. Des lancers, des rotations, des présentations enchaînées avec une précision d'horlogerie, la même arme qui a traversé les jungles du Vietnam et les gorges afghanes défile maintenant au pas cadencé devant les délégations étrangères reçues par le président de la Fédération de Russie. Simonov est mort le 6 mai 1986, 5 ans avant la disparition du pays qu'il avait formé. Il avait eu le temps de voir sa carabine adoptée par des dizaines d'États, produite à des millions d'exemplaires, vendue dans les armureries américaines et portée en parade devant le mausolée de la Place Rouge. Selon les estimations disponibles, entre 15 et 20 millions d'exemplaires ont été produits en comptant toutes les versions étrangères. Plus de 40 pays en ont officiellement équipé leurs forces armées. Certains ne l'ont toujours pas retiré du service. La dernière image documentée du SKS en opération de combat à grande échelle date du milieu des années 2010, sur ces mêmes crêtes yéménites, dans des configurations de tir en hauteur que Simonov n'avait jamais imaginées pour les plaines d'Europe centrale. L'homme qui avait commencé sa vie dans une forge de village, sans diplôme et sans relation, avait fini par créer une arme que le monde entier avait gardée, longtemps après que son propre pays l'eût jetée. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette histoire sur l'Arsenal de l'Histoire. Si ce récit vous a passionné, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire quel conflit vous a le plus surpris dans cette histoire. Vos réponses nous aident à choisir les prochains épisodes.